bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, parfait. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Bienvenue donc à cette troisième édition du Grand Prix de la responsabilité des marques. J'ai l'honneur de l'animer ce soir. Je m'appelle Jean-Mathieu Pernin. Je suis journaliste sur la radio RTL, et oui, et je travaille sur les sujets environnementaux, écologiques également, et donc c'est tous les matins, donc là je suis un peu au milieu de la nuit pour moi. Donc voilà, et je vois que c'est vraiment très très écolo en tout cas d'animer ici, puisqu'il n'y a même pas de clim, donc c'est formidable. Voilà, en tout cas bienvenue, je suis ravi. Voilà, les marques responsables, le journalisme également, qui est une partie que je connais mieux pour ma part, et c'est vrai que depuis que je m'y intéresse, moi ça fait à peu près 2-3 ans, je vois qu'il y a une société qui est en train d'évoluer sur ces sujets. Alors on peut le voir aussi bien au niveau politique, on ne va pas analyser ce soir les dernières municipales, on peut le voir vraiment au niveau sociétal à tous les niveaux. Moi cet été par exemple, c'est vrai que j'ai même vu une aire d'autoroute écolo. Donc pour vous dire, c'était en Normandie, tout était écologique. Et c'était tellement long d'ailleurs à la caisse que à la fin on a envie de prendre le train, donc c'était vraiment écolo. Donc en tout cas merci beaucoup d'être là, et on va commencer tout de suite. Mais avant, bien sûr, on va accueillir les personnes qui organisent ce prix maintenant depuis 3 ans. Je vous demande d'accueillir. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, on me dit avant. Il y a juste une chose, parce que là je vous vois tous masqués et j'ai oublié de vous rappeler bien sûr le protocole sanitaire tout à fait sympathique. Donc je vous demanderai bien sûr de garder vos masques. Le seul moyen de les enlever, ces masques, c'est de recevoir un prix. Voilà, donc ça sera un petit peu véritablement votre victoire ce soir. Ou alors bien sûr pour les remettants, vous pouvez également enlever vos masques et les remettre ensuite. N'hésitez pas à vous badigeonner de gel hydroalcoolique, c'est toujours formidable. Un jour ça passera, je vous assure ce moment. Et donc je vous demande maintenant d'accueillir celles qui ont créé ce prix, Céline Colonna d'Istria et Sandrine Raffin, les cofondatrices du Grand Prix de la RSM. Très heureux de vous accueillir ce soir dans des conditions effectivement particulières, mais ça nous rend encore plus joyeux et fiers de nous avoir à vos côtés. Merci à tous. Alors Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot justement sur les candidats de ce soir et les dossiers justement qu'ils ont présentés? Alors, nous avons reçu cette année 40 dossiers. Vous savez qu'on remet 15 prix ce soir, puisqu'on a 5 catégories et 3 nommés dans chaque catégorie. Alors, un petit mot quand même pour rappeler ce que c'est que ce Grand Prix. En fait, il s'agit pour les entreprises et pour les marques. Je redis juste un petit mot pour contextualiser par rapport à notre 13e édition de ProDurable. Comment remettre tout simplement les êtres humains, la planète, le vivant, au centre des préoccupations de la société et donc des préoccupations de nos entreprises. Donc, comment réinventer la consommation et peut-être comment mieux vivre demain. Il y a des valeurs, et ces valeurs, on les retrouve dans notre motto de cette année. Je crois que ces valeurs sont portées par les marques aujourd'hui, celles de la sobriété, celles de la solidarité, mais aussi celles de la transparence, celles de la confiance, qu'on a vues sur ces 40 dossiers que nous avons reçus cette année et qui ont été d'ailleurs extrêmement difficiles à départager. Alors, il y a un prix spécial étudiant aussi. Nouveauté de l'année, effectivement, le prix des étudiants. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Le prix des étudiants, c'est le prix qui est remis tous les ans et qui était choisi par les étudiants d'Audencia qui remettent leur coup de cœur. Eux aussi ont analysé et étudié tous les dossiers, les ont notés, et nous avons le prix des étudiants d'Audencia. Alors ça, c'est le prix étudiant, mais il y a aussi une nouveauté encore plus nouvelle, on va dire ça comme ça, c'est le prix du public. Alors ça, c'est la nouveauté, excusez-moi, c'est la nouveauté de l'année. Nous allons vous faire voter, vous, notre public, ce soir, pour que vous élisiez votre coup de cœur. Donc on vous expliquera tout à l'heure la marche à suivre. Et ce sera très simple, mais vous allez élire cette année, pour la première fois, le coup de cœur du public. Alors, Sandrine, maintenant, c'est à vous, puisque c'est chacun son tour ici. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu et nous expliquer ce qu'est la RSM et pourquoi ce Grand Prix au Salon ProDurable? Alors, ce Grand Prix au Salon ProDurable, c'était une grande nouveauté il y a 3 ans, parce qu'on commençait à peine à parler de responsabilité sociétale des marques.
on parle depuis maintenant de nombreuses années, peut-être de manière insuffisante, mais de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est vraiment les fondements pour construire ensuite le fait qu'une marque va s'exprimer. Mais ce qu'on a voulu faire avec Cécile, c'était vraiment l'idée d'une rencontre, de conviction partagée, que finalement, en passant de l'entreprise à la marque, on allait amener les entreprises à aller encore plus loin, à être encore plus inclusives, qu'elles soient complètement en cohérence aussi et qu'elles soient de véritables game changers en engageant aussi les consommateurs, puisque une marque qui s'engage et qui le fait savoir et qui communique sur son engagement, qui montre comment on peut repousser les frontières sur le packaging, sur les modalités de production, sur le type de marketing, eh bien, elle entraîne avec elle ses concurrents. Donc ça, on le voit un peu quand on regarde l'historique de l'engagement des grandes marques. Ouais. Et puis, elle entraîne aussi ses consommateurs. Et les marques ont un pouvoir extraordinaire, souvent par des médias, comme ceux dans lesquels vous travaillez, justement pour ramener les consommateurs à eux aussi se sentir... par leurs gestes de consommation, ils votent aussi pour des marques plus engagées et ils permettent d'accélérer ce changement. Il y avait Ipsos cet après-midi qui présentait des dernières données post-Covid et en montrant que, en gros, aujourd'hui, on n'avait pas ces chiffres-là. Avant, c'était déjà un engagement, l'appel à un engagement des marques. Maintenant, c'est quasiment un Français sur deux qui est attentif lorsqu'il achète une marque, un produit. Alors, pas tous à la même chose, mais certains au packaging, au sourcing responsable, à la façon dont la marque va lui expliquer en transparence, en sincérité, comment elle est engagée. Donc, le prix, c'est de mettre en avant ces game changers, ces entreprises qui s'engagent et qui le font savoir, donc qui s'engagent encore plus loin quelque part. Donc, pour vous, elles ont vraiment compris le modèle à suivre ? Alors, pour nous, et vraiment, je pense que c'est bien le reflet à la fois de ces éditions ProDurable et de la participation de nombreuses entreprises, elles ont compris qu'il n'y a pas de retour en arrière. Lorsque la marque s'engage et que dans son marketing, elle valorise son engagement, on ne peut pas revenir en arrière, le consommateur ne comprendrait pas. Donc elles ont compris que les changements étaient inéluctables et de notre point de vue, une marque qui n'est pas engagée risque de ne plus être une très grande marque dans les années à venir. Donc oui, elles sont un peu des exemples à suivre dans les différentes catégories, en B2B, en B2C, etc. Alors, juste une chose, derrière vous, là, il y a des petites choses. Ce sont les trophées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement, de ce trophée, Sandrine ? Alors, ces trophées, depuis le début, il y a une association formidable que Cécile accueille et qui expose ici, l'association Chaussettes Orphelines. Donc, ils sont réalisés en fil issus de la collecte des chaussettes, en plus à la goutte d'or par des femmes qui sont en réinsertion. Et Marcia de Carvalho, qui est une femme designer et une styliste surtout, a dessiné ces trophées. Et je pense qu'il y a aussi une petite nouvelle pour la fin de la soirée avec Marcia. Cécile, tu peux peut-être nous en dire un mot ? Oui, on aura aussi de la part de Marcia de Carvalho un défilé autour des 17 ODD, 17 jeunes femmes viendront défiler devant vous dans des robes en fil recyclé de la marque de Marcia de Carvalho. Voilà. On ne sait pas s'il y aura la Fashion Week cette année, mais en tout cas, ça commence ici. Exactement. C'est ça. Exactement. Allez, eh bien, merci beaucoup en tout cas, Cécile. On vous retrouve tout à l'heure. Je vais inviter maintenant à monter sur scène le président du jury, tout simplement, de cette 3e édition du Grand Prix des marques responsables. C'est Monsieur Patrick Bernasconi. Il est président du Conseil économique, social et environnemental. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Bernasconi, vous êtes donc le président du Conseil économique, social et donc environnemental maintenant. D'ailleurs, ça fait combien de temps que ce environnemental est rajouté ? Depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Le Conseil économique social est passé dans la Constitution en 1946. Il a été modifié en 1958 et il est devenu Conseil économique, social et environnemental en 2008. Alors, ça sert à quoi en fait ? C'est une chambre institutionnelle, c'est une assemblée. Donc, qui a pour rôle d'être consultative sur tous les projets de loi économiques, sociaux, environnementaux. C'est une chambre consultative chargée, en fait, d'éclairer les pouvoirs publics sur les décisions qu'ils ont à prendre, chargée d'aider donc le gouvernement, le Parlement, à écrire une loi qui soit mieux comprise, plus acceptée par les Français. D'accord. Juste un exemple, par exemple ? Un exemple ? Des exemples, ils sont multiples. Par exemple, si vous prenez la loi sur les travailleurs détachés, en fait, elle a été travaillée, construite complètement au Conseil économique, social, environnemental. Sandrine.
Oui, en fait, la conférence des citoyens, on en a beaucoup parlé, mais si on regarde sur notre sujet, et vraiment merci encore d'avoir participé activement, avoir lu tous les dossiers pour pouvoir nous donner votre avis, est-ce que cette conférence des citoyens, elle participe à la montée quelque part en compétence et surtout à la volonté d'engagement des citoyens consommateurs, à votre avis? Elle est née de la volonté en fait des Français à participer au débat, à vouloir s'engager. En fait, lorsque vous regardez ce qui s'est passé au moment du grand débat, on a bien vu émerger une volonté très très forte de la part de tous les citoyens de donner un avis et que cet avis soit pris en compte. Donc cette convention, elle est née de ce mouvement. Et en fait, c'est l'émergence d'une volonté d'être associé à la décision publique. Est-ce que ce n'est pas le fait de quelques-uns et que peut-être que le mouvement semble-t-il, puisqu'on a vu l'écho fait par les médias, donné par les médias, les discussions sur les réseaux sociaux, etc. La participation finalement aussi très forte dans les discussions un peu, il y a le in et le off. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur une bascule de l'engagement? Qu'est-ce que vous constatez ça? Alors la participation citoyenne, elle date déjà d'un certain temps. Quand vous regardez ce qui se passe au niveau des collectivités locales, vous vous apercevez qu'on a déjà beaucoup de citoyens engagés, parfois tirés au sort, qui participent à la construction des décisions locales. C'était beaucoup moins vrai au niveau national. Le débat national a permis justement de faire émerger cela. Et en fait, on va traduire aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental cette volonté de trouver un lieu institutionnel, national, qui permette de traiter la parole citoyenne. C'est la société civile, dans son ensemble, qu'elle soit organisée ou pas organisée, qui va éclairer en fait les pouvoirs publics. Une institution, une république, une démocratie, en fait, elle s'articule autour de deux jambes. Une première jambe, c'est la démocratie représentative, avec les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. Et puis la démocratie participative, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et ce Conseil, aujourd'hui, dans la réforme qui arrive, puisqu'en fait, le projet de loi arrive aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale, il va être traité la semaine prochaine, il y a la volonté de faire du CESE le lieu du débat public. Et la Convention citoyenne pour le climat que donc, vous avez abritée, vous sentez une appétence aujourd'hui davantage sur ces sujets? Parce que là, on a mis un coup de projecteur sur la conférence citoyenne voulue par le président de la République, après les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que ça va continuer justement sur ce sujet environnemental? Le mouvement qui est enclenché autour des fractures, qu'elles soient climatiques, écologiques, que ce soit sur la biodiversité, ce mouvement ne va pas s'arrêter. Et donc, il est vrai que là, on a eu un engagement très fort d'un certain nombre de citoyens. D'ailleurs, il y a eu quelque chose d'assez révélateur. Lorsque vous tirez des citoyens au sort pour les amener à travailler le week-end pendant 2 jours, vous pouvez penser qu'à un moment donné, vous aurez des difficultés à leur expliquer que pendant 6 mois, ils vont consacrer un certain nombre de week-ends à venir travailler sur ces sujets-là. Détrompez-vous, en fait, on a été très surpris. On a eu assez vite beaucoup de retours très positifs pour venir travailler sur ces week-ends. On a même, freiné la cadence pour pouvoir avoir une bonne représentation de ces 150. Et quand vous regardez leur engagement, on a quasiment perdu personne en quasiment 1 an, parce qu'en fait, les 6 mois se sont transformés en un an. Oui. On a quasiment perdu personne. Les 150 sont toujours là. Et ils ont consacré 4-5 000 heures, des fois, de travail sur ce sujet-là. C'est énorme. C'est absolument énorme, leur investissement. Et en tout cas, on va espérer que ça donne en tout cas de bonnes choses, et on vous remercie en tout cas d'être là et de présider encore ce jury tout de suite. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre votre place. Maintenant, Sandrine, on va présenter les 14 membres du jury qui ont examiné les dossiers cette année. Oui. Alors, 14 membres, vous les voyez apparaître ici. Donc, l'idée, c'était vraiment d'inviter à une représentation la plus large possible de la société, avec des membres plutôt du monde de l'enseignement et du marketing, comme Camille Cornudet, aussi un médecin, Jacques Fradin, Isabelle Frappa, qui est responsable du pôle développement et adhérent la fédération des entreprises moyennes et qui s'occupe des labels RSE des PME. Annabelle Guilly, qui est directrice marketing de l'offre et des études chez Publicis. M6 est M6 est un grand partenaire du prix depuis l'origine. Françoise Hernaise, qui, elle, travaille sur la prospective et les stratégies, le planning stratégique chez Ipsos.
évidemment Cécile et moi-même, mais ça n'est pas fini. Nous avons aussi dans les membres du jury Fela Himalayen, qui est délégué général du Global Compact France, donc cette structure qui est rattachée à l'ONU et qui stimule par les engagements des entreprises, plutôt sur la RSE. Isabelle Musnik, qui est journaliste, présidente d'Influencia et directrice aussi de publication. On a Sophie Palocchi, qui est responsable du pôle marketing et RSE de l'ILEC, qui représente les grandes marques. Pierre Philippe, qui est président du comité RSE de COP de France, mais également très engagé dans sa fonction de directeur général des vignerons de Buzet. Yves Puget, qui nous suit depuis l'origine et qui a une rubrique dans LSA sur les marques engagées et également un prix sur la RSE et l'engagement des marques. Catherine Réju, qui est au sein de l'ADTEM, délégué général. L'ADTEM, c'est l'organisme qui regroupe les responsables marketing. Et puis Florence Touzé, puisque Cécile l'a dit, Audencia a participé en mobilisant plus de 100 étudiants, on verra tout à l'heure, et participe et les amène à examiner tous les dossiers. Donc un deuxième round auprès des étudiants avec ce prix spécial des étudiants. Prix spécial des étudiants. Mais alors donc il y a 8 prix en tout. Alors, vous pouvez nous en donner quelques-uns déjà, Sandrine. Rapidement, voilà, donc RSM native, parce qu'on a voulu isoler les entreprises qui, dans leur positionnement, dès le début, sont sur l'engagement, donc assez différents, évidemment, versus des grandes marques qui évoluent pour s'engager. Ensuite, les partenariats qui sont très intéressants à connaître sur les ONG avec les marques. Le B2B, B2B service, on a isolé services et produits comme les autres années. Le coup de cœur du jury, toujours aussi remis comme l'année dernière, le coup de cœur des étudiants et puis le coup de cœur du public. Voilà, alors, il y a une spécificité, ce fameux prix mystère, presque, on pourrait dire ça. Alors en fait, il faut bien essayer de retenir pendant cette cérémonie, ceux qui sont passés devant vous. Et là, vous serez invité à voter ensuite, grâce à votre smartphone, parmi l'ensemble de ces candidats pour un dernier, justement, peut-être un climax final pour le meilleur, celui que vous avez choisi, ça sera votre prix coup de cœur. Sans plus attendre, on va passer au premier prix. Allez, on va y aller dans la catégorie RSM native. Et pour ce faire, j'invite Françoise Hernaise. Elle est directrice du planning stratégique de Ipsos. Bonsoir. Ça fait du bien de poser le masque, vraiment. N'est-ce pas? Oui. Petite respiration. Voilà, on vous permet ça, en tout cas, ce soir. Est-ce que c'est vrai qu'au cours de vos différents travaux, est-ce que vous avez pu remarquer que les marques se sont nourries un peu de l'engagement RSE? Oui, en fait, on a présenté tout à l'heure à 14h30 des éléments d'études, qui est une première phase de collaboration avec Link Up Factory sur des résultats d'études ethno, quanti, quali qu'on mène depuis plusieurs mois. Et effectivement, on voit des évolutions avec une prise de conscience sur laquelle, moi, dans tous nos chiffres, en fait, le chiffre qui m'a le plus interpellé, c'est qu'aujourd'hui, 64% des Français font le lien entre les causes de la crise liées à notre développement, à notre modèle de développement et à l'impact qu'il a sur l'environnement. Vous parlez de la crise actuelle. Je parle de la crise actuelle. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plus de réflexion, plus de maturité dans la réflexion, quel que soit à tous les niveaux de la société, et plus de curiosité, plus de réflexion sur ces comportements, même si les gens continuent à jeter des masques et des choses par les fenêtres. Mais voilà. Sandrine. Oui, alors justement, on voit une approche finalement d'écosystème, où les gens ressentent que les choses sont liées, ce qui peut se passer à l'autre bout de la planète vient les toucher, donc ça les a touchés par la santé, ça les touche sur l'environnement. Mais si on revient sur les marques qui sont justement engagées, est-ce qu'il y a une plus grande sensibilité dans la consommation déjà? Est-ce que ça sort de quelques consommateurs déjà très engagés? Oui, alors c'est ce que j'évoquais aussi cet après-midi dans la synthèse qu'on avait préparée. On a des éléments dans les trackers, dans les trackings de marques. On voit dans les nouveaux trackers, on a des questions ouvertes où les gens s'expriment beaucoup, où on implique moins une grille marketing. On voit dans les verbatims et dans ce qu'ils nous racontent, dans ce qui est important pour une marque pour eux, ils parlent en premier d'utilité,
il parle de local, il parle de transparence, il parle de tous ces éléments-là comme des facteurs de désirabilité de la marque. Donc ça remet en question pas mal de clichés et d'habitudes qu'on pouvait avoir. Ça ne veut pas dire qu'on va changer la consommation par un coup de baguette magique, mais il y a des choses qui sont désormais ancrées profondément. On sent que ça avance, quoi. Comment ? On sent que ça avance, en fait. On sent que ça avance. Et je pense que la combinaison, comme le soulignait Sandrine, de la prise de conscience et de la crise climatique en 2019, suivie de la crise Covid en 2020, ça fait quand même une accélération dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. Alors, on va voir, hein, pour certains, si ça s'est concrétisé, Sandrine, avec donc ce premier prix RSM Native. Quels sont les nommés ? Alors, on a 3 nommés avec des actions vraiment extrêmement intéressantes, justement, pour amener les consommateurs à être acteurs, justement, de leur contribution à l'environnement. Donc, Commerceau, hein, qui est sur une démarche zéro déchet, donc à la fois zéro déchet trié pour les entreprises, zéro déchet valorisé, puisque l'idée c'est de pouvoir récupérer ces invendus, récupérer les déchets et puis les recycler ou surtout avoir des démarches anti-gaspi, de pouvoir les donner à ceux qui peuvent les utiliser. Donc ça, c'est Commerceau. On a ensuite Love & Green, hein, qui est une marque qui avait commencé, qui était un peu le pionnier des couches et des produits d'hygiène, que ce soit pour les enfants et pour l'adulte, qui sont 100%, leur objectif, c'est d'être 100% biodégradables. Aujourd'hui, c'est vraiment des couches sans pétrochimie et avec la volonté d'aller donc encore plus loin dans les années à venir et donc des couches biodégradables et compostables, mais déjà très engagées sur le travail des formules et une transparence complète pour les consommateurs. Et la 3e marque qui a été nommée, c'est la marque Faire Bien. Donc Faire Bien, c'est une marque de yaourt et le projet de Faire Bien, donc RSM Native, était de pérenniser le métier des éleveurs et de donner de l'argent à ces éleveurs, et notamment le chiffre annoncé est très intéressant. En Normandie, il m'a surpris, hein, 1/3 des éleveurs normands vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Donc la question posée était de voir comment une marque Faire Bien pouvait aider ces éleveurs à transmettre leur entreprise. Alors, on va regarder ça tout de suite. Qui a gagné ? On va voir ça. Alors justement, le gagnant, hein, dans la catégorie donc RSM Native est... Et voilà, Love & Green, bravo à vous, bravo, félicitations. Et donc j'appelle Anne Péguet, qui est directrice marketing de Love & Green, à nous rejoindre. Merci beaucoup. Êtes-vous prêt de prendre votre petit trophée, vous l'avez mérité. Alors, où est-il ? Gasté. Voilà. Bravo. Bravo. Voilà. On respecte les distances. Hein. Exactement. Ah bah il faut, hein, sinon voilà, vous savez, sinon c'est le cas. Sur la scène. Alors, moi, j'avais deux petites questions, Anne, à vous poser. La première, en fait, vous êtes sur un marché, donc RSM Native, vous arrivez sur un marché où vous avez des entreprises multinationales qui sont là depuis des décennies. Comment faites-vous votre place et comment faites-vous finalement évoluer ce marché-là ? Qui est le marché, je le rappelle, des couches bébés et de l'hygiène féminine, en fait. Oui. Alors, nous, quand on s'est lancé il y a 10 ans maintenant, en fait, les consommateurs, les parents et les marques qui existaient sur ce marché-là n'avaient qu'une seule obsession, c'était l'efficacité. L'efficacité. On a créé une vraie phobie de la fuite chez les parents. Du coup, cette obsession a fait que personne ne s'est réellement posé la question de la composition des produits. Qu'est-ce qu'on met en contact avec la peau de son bébé et qu'est-ce qu'on met en contact avec sa propre peau 24 heures sur 24. Et donc nous, ça a été notre rôle. Notre rôle, ça a été de faire se poser cette question aux consommateurs, aux parents et aux marques. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez vraiment en contact de la peau de votre enfant ? Il faut savoir qu'une couche, c'est 85% de plastique et de pétrochimie, une couche classique. Donc nous, ça a été notre rôle, d'éduquer les parents et de leur expliquer vraiment ce que contenaient ces produits.
Aujourd'hui, 10 ans après, l'efficacité, bien sûr, c'est toujours un critère très important. Mais maintenant, on sait que la composition et de savoir vraiment ce qu'il y a dans les produits, c'est quelque chose qui est devenu un critère très important, un critère de choix. Et c'est pour ça que, voilà, par exemple, sur les marques de couches, maintenant, la liste des ingrédients, la liste de la composition, elle est obligatoire. Donc nous, ça fait plus de 2 ans qu'elle y est et qu'elle est exhaustive. Et par exemple, sur les produits d'hygiène féminine, nous, on fait partie des seules marques qui expliquent clairement tous les ingrédients qui composent les produits. Donc c'est quelque chose qui est important et c'est comme ça qu'on a réussi à faire bouger un petit peu les choses en faisant que les gens se posent la question de cette fameuse composition. Alors justement, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'est votre travail, eh ben, on va regarder une petite vidéo. Oui. Je pense que c'est mieux, la vidéo de Love & Green. Oh. Oh. Voilà, bravo en tout cas à vous pour ce Grand Prix donc RSM Native. En tout cas, Anne Payet. Donc, une autre petite question. Vous voulez une dernière question? Très bien. Une dernière question. Rapidement, est-ce que vous savez qu'on a du en monde, fait, juste sur l'impact, puisque j'ai vu que vous aviez un projet qui est d'ici 5 ans de limiter votre impact en ayant 100% de produits biodégradables et recyclables. Donc ma question, c'est comment vous allez faire ça? Alors en fait, on a déjà commencé, c'est-à-dire que là, on est la première marque de couches à avoir proposé un voile en contact avec la peau 100% d'origine naturelle, puisqu'il faut savoir que la quasi-totalité des marques proposent un voile en contact avec la peau qui est en plastique. Donc ça a été une première révolution vers plus de naturalité. Ensuite, on a lancé une marque qui propose une couche qui est non blanchie. La cellulose est non blanchie, donc elle est dans sa teinte, elle se présente dans sa teinte naturelle, donc il n'y a pas de substances chimiques liées au blanchiment. Et puis on est les premiers à avoir développé aussi des microbilles absorbantes d'origine naturelle. Donc tout ce travail nous a permis d'avoir vraiment 3 révolutions qui nous amènent vers plus de naturalité, alors que voilà, on nous disait non mais c'est impossible d'avoir tout ça. Donc nous, on va continuer à pousser nos fournisseurs pour toujours plus de naturalité et pour pouvoir atteindre cet objectif effectivement de la compostabilité des couches et des protections féminines d'ici 5 ans. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, et bravo à vous, Anne Payet. Premier prix, en tout cas RSM Native, vous en prie, vous pouvez passer par Anne Payet. Hop, par là, voilà, comme ça, c'est formidable. C'est parfait. Voilà, il y a même un parcours en fait, presque sanitaire. Et merci à Françoise Ernez, en tout cas. Allez, on continue. On poursuit. On va continuer, Sandrine, avec ce Grand Prix donc RSM, avec maintenant une ONG en partenariat avec une marque. Et pour ce faire, j'invite à monter sur scène Sophie Palocchi. Elle est responsable du marketing et RSE de ILEC. Alors, écoutez, si vous voulez le prendre tout de suite, mais c'est pas pour vous, vous savez. Vous savez, non, mais je vous le dis. Je sais, parce que je vous voyais lorgner depuis tout à l'heure dessus. Je suis trop fière de le remettre. Bonsoir à vous, Sophie Palocchi. Alors, en tant qu'organisme qui centralise un peu, c'est vrai, la prospective là, pour les grandes marques, on peut dire ça, est-ce que vous assistez, vous le voyez ou pas on en parle depuis tout à l'heure, de cette accélération, finalement, de la communication des grandes marques sur le sujet de la RSE. Oui, effectivement, nous on représente plus de 1000 marques à l'ILEC, 90 entreprises, et on voit effectivement qu'elles communiquent de plus en plus sur leurs engagements RSE, mais
l'explication au fait qu'elles ont hésité ou elles ont peut-être attendu de communiquer, c'est qu'avant de communiquer, elles attendaient d'avoir des résultats tangibles, des résultats concrets pour prouver leurs engagements. Parce qu'elles sont considérées comme des référents sur leur marché, donc il ne s'agissait pas de communiquer sans avoir de preuves. Donc c'est ce qui explique peut-être que certaines agissent puis communiquent. Et ce qu'on voit, et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que les entreprises communiquent plus seulement sur leurs engagements RSE corporate, mais sur leurs engagements justement de marque, ce qui montre que les entreprises croient à cette croissance via ces offres responsables. Et donc ça, je pense que c'est très très encourageant. Ça montre que RSE et business se réconcilient. Ouais, c'est possible, exactement. C'est source de croissance. C'est ça. Est-ce que également elles ont plus de partenariats avec les ONG? Est-ce que ça les fait progresser? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose auquel on assiste? Ça se fait beaucoup dans la RSE pour la construction des engagements, mais maintenant est-ce qu'on assiste aussi à cette mise en avant? Peut-être moins que les ONG peut-être un peu moins peur de s'associer à des marques réellement engagées. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors effectivement, on se rend compte que ONG et entreprise, autrefois, c'était deux univers très hermétiques. Il y avait presque une défiance. Aujourd'hui, je pense qu'elles ont compris que face aux enjeux, elles ont intérêt à s'allier. Et je pense que pour les marques, en tous les cas, c'est une source de valeur ajoutée. Déjà au niveau de l'entreprise, je pense que vis-à-vis des salariés, c'est très engageant. Ça peut créer aussi des engagements personnels. Et au niveau du produit, de la marque, les consommateurs sont aussi sensibles à ces engagements-là. Et dernier point, je pense que les ONG peuvent aussi mettre les marques face à leurs contradictions. Ouais. Et c'est un moyen aussi de progresser. De s'aider les deux, en fait, finalement. Voilà, de s'écouter, de voir quelles sont les faiblesses éventuelles, et ensuite de progresser ensemble et non pas de manière séparée l'un à côté de l'autre. En fait. Alors, progresser ensemble, c'est justement un peu le but de ce prix ONG en partenariat avec une marque. Et les nommés pour ce prix, Sandrine, sont... Alors, on a 3 nommés formidables qui, à la fois, justement, progressent, mais aussi ont permis de faire connaître aussi, sans doute, ces ONG. Donc, le premier nommé, c'est Centracor, qui a fait un partenariat avec l'association Petit Prince, avec une collection Bracelet du Rêve. Alors, Centracor, c'est une enseigne d'éléments de décoration à prix accessible, un gros réseau de magasins. Et donc, dans les magasins de Centracor, un bracelet a été vendu pour que l'association Petit Prince puisse avoir des financements. Donc 215 000 € ont été collectés et permettant donc à Petit Prince d'offrir leurs rêves d'enfants à des enfants malades. Donc ça, c'est le premier dossier. Le deuxième qui est nommé, c'est Kousmiti avec WWF. Donc Kousmiti qui soutient depuis déjà quelques années le programme T x2, ça veut dire de doubler la population des tigres sauvages d'ici 2022. Donc les tigres qui étaient menacés, pour arriver à un chiffre de l'ordre de 7 000 ou 8 000 tigres, je crois, et avec également des fonds qui sont versés, mais au-delà de ça, de faire connaître cette cause qui concerne aussi des pays dans lesquels Kousmiti s'approvisionne. Et le troisième nommé, et là je vais insister pour dire que, puisque c'est M6 que vous voyez apparaître qui est partenaire du prix, je veux juste préciser que lorsque le jury se retrouve tous ensemble pour voter, si un des membres du jury est relié à un dossier déposé, il sort de la salle, donc pas seulement il se tait, mais il sort de la salle pour laisser le jury débattre. Donc voilà, donc M6 a été donc nommé avec un projet avec l'établissement français du sang. L'idée étant d'inciter les citoyens pendant un mois à être le relais autour d'eux, mais également de stimuler ce rôle un peu de pilote que peuvent avoir les citoyens ou d'ambassadeurs en ayant aussi des ambassadeurs M6 qui se sont mobilisés, les animateurs qui se sont impliqués sur toutes les chaînes et toutes les stations pendant un mois pour inciter les gens à les donner leur sang. Donc 3 projets formidables à retenir tout à l'heure, comme les premiers que j'ai présentés pour le prix coup de cœur du public. Ouais, et ça a été dur à départager, j'imagine, vu les belles initiatives. Alors donc pour ce grand prix de la RSM de la catégorie ONG, avec une marque, les vainqueurs sont... Voilà.
M6 et l'établissement français du sang. Bravo à eux. Et donc j'appelle à nous revenir et à prendre donc ce trophée. Philippe Mouchra, il est directeur de la communication de l'établissement français du sang, et Jérémy Vallet, directeur de M6 Unlimited, et Laurence Baird également, directrice générale adjointe de Dentsu Aegis, bien monter sur scène maintenant. Voilà, vous venez du fond, c'est formidable. Venez jusqu'à nous. En tout cas, bravo à vous, bravo pour ce prix. Bonjour, voilà, bienvenue, bonjour à tous. Et on va déjà regarder une vidéo pour voir bien à quoi ça ressemble votre travail. On regarde ça. Avec plaisir. Tout le groupe M6 se mobilise jusqu'au 13 juillet pour le don de sang. Donnez votre sang. Grâce au don de sang du 11 juin au 13 juillet. Vous aussi, mobilisez-vous pour le don de sang et prenez le relais. Alors l'établissement français du sang, c'est un établissement public dont la mission, c'est de collecter, de préparer, de qualifier et de distribuer les produits sanguins labiles pour des malades. Et on a besoin de collecter chaque jour 10 000 dons de sang pour soigner 10 000 patients. L'enjeu de communication principal, c'est évidemment de créer du trafic sur nos sites et puis de démontrer et de rappeler que le don de sang, c'est un engagement fort, c'est un geste citoyen. Et lorsqu'un donneur donne son sang, très concrètement, il sauve 3 vies. Ça nécessitait vraiment de repenser la stratégie de communication de l'EFS. On a, dans cette optique, sollicité le groupe M6 pour donner toute l'amplification nécessaire à une opération d'envergure avec ce hashtag Prenez le relais qui est devenu le nom de l'opération. Ce qui nous a intéressé évidemment, c'est la puissance de la chaîne, mais aussi l'ensemble de l'écosystème autour du groupe M6. Alors l'originalité du dispositif, c'est la forte mobilisation des antennes et des animateurs autour de ce message, le passage de relais pour le don de sang. Ça s'est mis en place concrètement avec des programmes courts, des spots publicitaires, télé et radio, des pastilles digitales et bien évidemment un relais éditorial des animateurs impliqués dans leurs émissions. Cette forte mobilisation s'est concrétisée par la mobilisation des collaborateurs également, avec l'adoption de la signature de mail créée pour l'occasion et puis l'application de l'affiche créée pour l'opération sur la vitrine du 89 avenue Charles de Gaulle, le siège d'M6. On a reçu du groupe M6 à la fois une écoute, une compréhension de l'enjeu et une réponse qui était extrêmement satisfaisante. Le fait que les animateurs d'M6 se soient mobilisés pour dire écoutez, on est un des maillons de cette chaîne de Prenez le relais, c'est un élément extrêmement important. Je voudrais juste, parce que si vous avez bien suivi la petite vidéo, vous avez remarqué que Philippe Mouchra, que vous avez vu dans la vidéo, n'est pas sur scène. Il a eu un contretemps, donc il m'a demandé de le représenter. Et donc voilà, on est là pour Eh ben, en tout cas, bravo à vous, Sophie. Oui, moi, alors, je vous en prie, avancez-vous un petit peu. Voilà, comme ça, Sophie aussi. Oui, Sophie, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, comme ça, on vous voit. On va pas se rapprocher. Non. Allez-y. Du coup, moi, j'avais une question pour l'établissement français du sang. Donc, je vais essayer d'y répondre à la place de Philippe. Ok. Pourquoi vous avez choisi M6 Qu'est-ce qui vous a retenu particulièrement dans cette chaîne ? Alors en fait, je vais répondre avec mes deux casquettes parce qu'il faut que je raconte le début de l'histoire. Donc moi, je suis de l'agence Dentsu et nous conseillons l'établissement français du sang sur sa communication et nous leur avons recommandé, plutôt que de faire une communication classique, de trouver un partenaire pour créer cette proximité, cet engagement. Et pourquoi M6 ? En fait, tout simplement parce que de différentes propositions qu'on a pu avoir, c'est vraiment la proposition qui reflétait l'engagement le plus fort et qui faisait la preuve que quand une entreprise comme M6 a un engagement vraiment sincère, et je pense que c'est la sincérité de l'engagement de l'ensemble du groupe M6, de la direction jusqu'en bas, j'aime pas cette appellation en bas, mais vraiment de l'ensemble des dimensions de l'entreprise, qui a fait qu'on est vraiment rentré dans le quotidien des Français. Et pour l'établissement français du sang, ça a vraiment été un changement de vitesse pour eux. Ça leur a permis d'accélérer pour faire du don de sang un vrai engagement sociétal pour l'ensemble des Français et le faire rentrer dans leur quotidien. Donc vraiment, je
pense que la force de la proposition d'M6, c'était cette sincérité et cette globalité. Sophie, une autre question? Je pense à M6, vous vouliez pour M6, du coup. Allons-y. On a vu dans la vidéo qu'il y avait un engagement des salariés, un engagement à tous les niveaux de l'entreprise, et vous l'avez redit. Est-ce que vous sentez que ça a créé une certaine émulation sur un peu plus long terme que cette campagne-là ou Alors, déjà sur 2 ans, parce qu'en l'occurrence, on parle du dispositif 2019, il a été reconduit en juin dernier, en 2020. Mais au-delà de ça, ce genre d'opération, ces opérations, on prend énormément de plaisir à travailler dessus. On reçoit un brief qui est complet, qui est étayé, et derrière, nous, on doit le médiatiser au maximum. Et on a des portes grandes ouvertes chez l'ensemble de nos actifs. Alors, ce qu'on va appeler actifs chez M6, c'est les chaînes de télé, c'est les radios, c'est les JT, c'est les journalistes, c'est les animateurs, c'est les licences, nos marques. Tout ça, on a un accueil formidable quand on parle de ce projet-là. Donc évidemment, c'est une super émulation, c'est un super projet. C'est difficile de trouver le chef de projet qui va s'en occuper, parce que tout le monde souhaite s'en occuper. Mais en tout cas, c'est super, ça nous tire vers le haut et ça nous permet de rendre notre quotidien assez sympathique. Voilà. Bravo, parce qu'effectivement, on l'a beaucoup vu en tous les cas, hein. Je trouve. C'est le cas. Juste une question pour l'établissement français du son. Pour vous, vous associez, on en parlait tout à l'heure, des ONG, justement, avec des marques. Auparavant, c'était un petit peu des frères ennemis. Pour vous, il n'y a pas eu du tout d'hésitation à vous associer avec un média, un grand média? Alors, il n'y a pas eu d'hésitation. Je me mets à la place de Philippe, j'espère que non. Non, puis surtout, c'est un peu pour rejoindre ce que disaient Laurence et Jérémy, c'est vraiment un cercle vertueux. Alors, au service d'une grande cause, donc c'est toujours plus simple. Mais c'est vraiment un groupe média qui est là pour apporter toute sa puissance et son influence auprès du grand public. Et puis un établissement français du sang qui a quand même une mission qui est une mission citoyenne hyper importante. Donc les gens ont envie d'y bosser, puis l'audience aussi, quand elle le voit avec ses animateurs préférés, elle a aussi envie d'aller donner son sang. Donc finalement, tout le monde est assez content dans l'histoire. Et ben voilà, en plus vous repartez avec un beau trophée. Merci beaucoup en tout cas à vous. Donc dans la catégorie ONG, avec une marque d'emprise, c'est par ce côté. Merci en tout cas à vous et merci à vous, Sophie. Vous pouvez poser ça ici. Voilà, je pense que voilà. Hop, tenez. Voilà. Allez, on va passer. Il faut faire beaucoup de choses sur scène, en tout cas, il faut savoir. On va passer maintenant à la catégorie B2B. Alors, pour ce faire, j'invite sur scène Madame Isabelle Frappa, responsable pôle développement et relations adhérents et label RSE PME. Vous êtes tout ça à la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Alors, juste au départ, la Fédération justement des entrepreneurs et des entreprises de France a créé le label RSE PME+. C'est important. Est-ce que ce type de label, c'est justement une stimulation un peu pour l'engagement des différentes PME? Bonsoir. Voilà. Oui, assurément, c'est une stimulation. Je dirais que c'est avant tout une source de fierté, d'abord. Fierté pour tous les salariés de l'entreprise, des salariés des 140 entreprises labellisées PME+. Et puis oui, c'est vrai que c'est facteur de stimulation, c'est facteur d'amélioration continue. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que entre le premier audit de labellisation et les audits de renouvellement, on a toujours une amélioration significative des notes. Donc on est vraiment dans cette démarche de stimulation. Mais vous savez, la PME, elle est ancrée sur le territoire, souvent depuis plusieurs générations. Donc, elle est dans le temps long, comme la RSE, comme la RSM finalement. Donc, elle est dans le temps long. Le sens des responsabilités, c'est sa boussole au quotidien qui va guider sa croissance et sa pérennité. Donc voilà, on est dans un schéma de pérennité de temps long. De temps long, Sandrine. Alors, on voit des entreprises, que ce soit en B2B, B2C, qui s'engagent quand elles sont des PME à la demande soit du chef d'entreprise, des équipes. Est-ce qu'elles, lorsqu'elles ont le label, est-ce qu'elles s'en servent aussi pour valoriser leurs produits, leurs services vis-à-vis de leurs clients? Est-ce que ce côté, ce basculement vers un peu plus de marketing finalement, elles s'en servent, elles en sont fières, j'en suis sûre, mais est-ce que c'est un argument commercial aussi? Alors, en fait, au départ, l'histoire, c'est que ce label, il a été créé il y a 5 ans par des entrepreneurs PME. Il a été créé par eux, qui ont créé donc un label qui leur ressemblait, adapté à leurs enjeux et ce qu'ils étaient.
Parce qu'en fait, ils étaient déjà engagés au quotidien. Ils menaient des actions souvent formidables et exceptionnelles, mais ils n'en parlaient pas. Par pudeur, pour certains, par manque de structuration, formalisation, manque de savoir-faire, de communication, d'où la création de ce label. Donc, ils étaient quelques-uns à l'époque, ils sont 140 entreprises labellisées aujourd'hui. Et la vocation de ce label, c'est de les mettre en avant, de mettre en lumière leurs bonnes pratiques pour faire de leur engagement un facteur de différenciation positive dans leur relation avec leurs clients et leurs consommateurs. Oui, assurément. Alors, certains ont très bien travaillé, justement. Alors, lesquels? On va voir ça. Alors, dans la catégorie, justement, pour le prix B2B, les nommés, Sandrine, sont. Alors, Rockwool. Donc, Rockwool, comme c'est du B2B, sur ceux qui travaillent dans le bâtiment ne connaissent peut-être pas, mais Rockwool fait du recyclage des matériaux utilisés dans le bâtiment et notamment les chutes de laine de roche. Donc, j'ai appris que la laine de roche était recyclable à l'infini et surtout que 3/4 des déchets non recyclés en France venaient de l'univers du bâtiment. Donc, très important de proposer des solutions. C'est ce que fait Rockwool en proposant des solutions. Là, on est passé sur Edenred, mais c'était avant. Clé en main pour les opérateurs, pour qu'ils puissent, lorsqu'ils détruisent les immeubles, recycler, donc plastique, laine de roche, etc. Alors ensuite, on a le très beau projet d'Edenred, en effet, qui a été lancé en 2018, avec l'idée de créer pour les restaurants un label engagé anti-gaspi et de proposer à ces restaurants qui utilisent les tickets restaurants de se former, de comprendre un peu les enjeux autour de cette notion de gaspillage et également de le valoriser auprès des clients des tickets restaurants. Il y en a 100 donc en 2019. Et le troisième dossier parmi les nommés, la Banque Postale, avec un projet qui s'appelle le prêt vert, un prêt aux collectivités locales. Alors ça a l'air comme ça pas aussi important, mais avoir des prêts qui soient, parce que les prêts on pense que c'est assez courant, mais des prêts qui soient dans un montant accessible pour les collectivités locales, pour qu'elles puissent financer des projets favorables à l'environnement, c'est vraiment aussi une innovation très intéressante et qui a bien rencontré le marché, donc avec des montants qui débutent à 500 000 € pour qu'aussi des petites collectivités puissent y faire, s'adresser à la Banque Postale. Voilà. Alors, dans ce Grand Prix, la RSM, dans la catégorie B2B, le vainqueur est... Et voilà, Rockwool, bravo à vous, bravo, bravo. Et j'invite à monter sur scène Gaëtan Fouillou. Vous êtes responsable des affaires publiques et Mathieu Bien également à ses côtés, directeur marketing et développement de Rockwool. Voilà, bonsoir messieurs. Bravo, il y a un petit sprint. Magnifique. Bonsoir. 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 Je vous en prie. Bonsoir. Alors, c'est voilà, magnifique. À deux. Oui, il est très beau. Écoutez, on va le partager avec Mathieu. Ce que je peux vous dire, c'est que dès demain, il va rejoindre nos collaborateurs et nos collègues dans notre usine auvergnate près de Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme. Et bien justement, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, tout ça, Rockwool, le travail, et ce pourquoi vous avez été récompensé avec cette petite vidéo. Nous avons la chance d'avoir un isolant géosourcé qui est recyclable à l'infini. Aujourd'hui, les déchets utilisés en usine sont également réutilisés dans le process de fabrication. Donc on a voulu aller plus loin et effectivement être en mesure de récupérer les déchets générés par les chantiers. Le cycle est assez simple en fait. Lorsque vous avez un chantier de façade ou un chantier d'étanchéité, où vous avez une commande en fait de laine de roche, vous pouvez donc prendre l'option Rockcycle. En remplissant donc votre commande et la fiche Rockcycle, donc vous précisez que vous voulez en fait bénéficier de cette prestation de recyclage. Donc les semis viennent, nous livrent en grosse quantité. Du coup après, mes employés trient et récupèrent les déchets. À partir du moment où on a suffisamment de big bags remplis, nous appelons Rockwool qui eux font venir un camion et viennent chercher tous ces sacs de big bags pour pouvoir les retraiter. C'est des sujets qui sont importants, qui ne sont que trop peu traités aujourd'hui et c'est l'avenir de nos métiers que de se tourner vers ce genre de sujets-là. On est vraiment dans la démarche écologique et je pense qu'aujourd'hui, les chantiers d'aujourd'hui et de demain doivent être vraiment traités de cette manière.
Raoul, vainqueur donc de la catégorie B2B. Je vous en prie. Alors, Isabelle. 2 petites questions. Le bâtiment, premier producteur de déchets, on l'a entendu tout à l'heure. Est-ce que chez vos concurrents aussi, vous avez observé cette adaptation de l'offre ? Je commence, Gaëtan. Toute la filière est en train de s'engager, vraiment. C'est très compliqué, mais c'est énormément poussé par le gouvernement, par la réglementation, mais aussi par une prise de conscience des clients qui sont là, peut-être les architectes ou les maîtres d'ouvrage, de cette nécessité d'intégrer la notion de recyclage. Donc tout le monde se développe, mais quand on prend tout le bâtiment dans sa généralité, c'est extrêmement complexe. Il y a du neuf, il y a de la démolition, il y a des gros chantiers comme des salles de sport de 100 000 m², comme le petit appartement qu'on vient de rénover. Tout ça fait qu'il y a une complexité énorme. Tous les acteurs sont engagés. Nous, on a, je dirais, si je peux me permettre un conseil sur la façon dont on a suivi cette démarche, c'est tellement complexe qu'il faut y aller petit à petit, se lancer, peut-être pas couvrir tous les chantiers et toutes les problématiques en une seule fois, mais se lancer et puis voilà. Et aujourd'hui, ça marche. Et alors justement, Rockcycle, est-ce que cela vous a apporté un avantage concurrentiel et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je crois que ça nous a surtout apporté une amélioration de notre image et de notre notoriété, le renforcement de la conviction chez nos clients qui pouvaient compter sur nous pour des sujets sur lesquels on ne nous attendait pas, et le fait qu'on a mis en avant la question de l'économie circulaire, mais pas comme un concept, comme des actions concrètes, et comme le disait Mathieu, avec beaucoup d'humilité. Je regarde mon ami Michel Soria, que vous avez vu à la télé là, tout de suite, qui est la cheville ouvrière de ce projet, de ce dossier. On a appris vraiment l'humilité et à marcher pas à pas avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires, pour en faire un projet qui aujourd'hui est viable. Eh bien, bravo en tout cas, bravo à vous, bravo Rockwool pour avoir remporté donc ce prix B2B. Je vous en prie, vous pouvez aller voilà, faire une petite photo par ici. Et en redonnant vos micros, pardon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup également Isabelle Frappa. Allez, après le B2B, il est temps de passer dans ce Grand Prix de la RSM au B2C service. Et pour ce faire, j'invite, Yves Puget, directeur de la rédaction LSA, à nous rejoindre sur scène. Où êtes-vous ? Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'on a une question aussi en ce moment. Tout à l'heure, on parlait de crise sanitaire. Est-ce qu'on a pu voir en 2019 une accélération des engagements des marques que le Covid remet en cause aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on se dit, avec ce qui se passe, avec la crise économique qui se profile ou pas, est-ce qu'à votre avis, il peut y avoir justement une remise en question de ces engagements écologiques? C'est vrai que nous, journalistes, on a bien aimé l'expression « le monde d'avant » et le monde d'après. Le monde d'après, ce qui était une hérésie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que s'est-il passé? C'est une accélération des tendances. Donc le Covid, ou la Covid plutôt, a changé des choses, mais ça a simplement accéléré les choses. Donc c'est quoi l'accélération? Pour employer une expression un peu usée, sur le développement durable, la RSE, la RSM, on n'en est plus aux déclarations d'amour, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut des preuves d'amour. Et je crois qu'on en est vraiment là. Et ça se voit dans toutes les initiatives des entreprises. Aujourd'hui, c'est par la preuve. Et la preuve, elle est de plus en plus visible et palpable. L'évolution, elle est là. Sandrine. Donc en fait, la preuve et l'engagement, il est devenu un peu le contrat de base. Est-ce qu'on n'assiste pas aussi à la volonté des entreprises à exprimer une forme d'utilité sociétale, d'apporter autre chose, bien sûr minimiser leurs impacts, mais leur empreinte positive, est-ce que ce n'est pas justement cette accélération? Il n'y a pas aussi cette nouvelle frontière? Pour faire un peu de provocation, n'en déplaise à une certaine jeune fille dans un pays du Nord, je ne crois pas juste au développement durable. Le développement durable, ça marche avec les questions sociales et avec les questions sociétales. On ne peut pas faire un développement durable qui soit un développement durable punitif. Il ne faut pas faire un développement durable pour les riches, un développement durable pour les entreprises riches. Il faut aussi des produits accessibles, propres, tout simplement responsables, en entrée de gamme, en milieu de gamme, pour les PME, pour les multinationales. C'est ça la grande évolution aujourd'hui. Il faut tout simplement travailler pour tout le monde et non pas un développement durable pour les riches. Voilà, on aurait dû inviter Greta Thunberg, je pense que ça vous aurait fait plaisir en tout cas. Allez, Sandrine, on va passer maintenant donc aux nommés de la catégorie B2C Service. Donc les nommés sont... Alors, 3 nommés.
À nouveau M6 avec un dossier présenté avec Malakoff Médéric. Et là, le projet a consisté avec la fondation donc Handicap de Malakoff Médéric à créer le Journal d'ailleurs. Alors le Journal d'ailleurs, c'est un journal présenté en langue des signes pour les sourds et malentendants, disponible sur Sixplay, Facebook, etc. Et sous-titré aussi pour être plus inclusif, mais vraiment pensé et destiné dans une quotidienne pour les sourds et malentendants. Le deuxième projet nommé, c'est Orange, avec une campagne sur un usage raisonné du numérique, avec une opération bien en phase dans les enjeux actuels, comment on arrive et notamment vers les jeunes, mais les moins jeunes aussi, et en période de confinement, c'était sans doute très difficile, à bien vivre le digital, un usage raisonné donc des écrans, et Orange s'est impliqué pour justement interpeller la jeune génération et communiquer pour les amener à être plus sur cet usage raisonné. Et le troisième dossier, c'est Cdiscount. Là, le projet de Cdiscount, c'est d'utiliser finalement la puissance de leur plateforme, puisque évidemment, ils touchent énormément de consommateurs et de clients fidèles, mais pour proposer cette plateforme à des entreprises qui sont habituellement non sélectionnées pour présenter leurs produits. Donc, que ce soit pour les secondes vies des produits, que ce soit pour des entreprises issues du commerce social et solidaire, enfin du moins plutôt avec une origine sociale et solidaire, sur des supply chains plus responsables, donc de donner une possibilité de rentrer en contact avec les consommateurs pour des associations, etc. Voilà le projet de Cdiscount. Allez, dans ce Grand Prix RSM, le vainqueur de la catégorie B2C Service est... Et voilà, Cdiscount, bravo, bravo. Et j'invite à venir prendre son trophée Caroline Bordet-Lelanne. Voilà, bonsoir à vous. Bonsoir, vous êtes directrice adjointe RSE de Cdiscount. Voilà, c'est votre trophée. Merci beaucoup. Voilà, bravo en tout cas. Alors, on va regarder juste une vidéo pour voir à quoi ça ressemble ce travail. Bon, on va la regarder tout de suite. Là, c'est un produit qui va aller en recyclage parce que c'est cassé. Du coup, ce sont que des produits donc défectueux ou inutilisables en l'état. Et le rôle d'Envie, préparer ces produits pour ensuite les vendre sur leur magasin solidaire. Vous voyez, mettre un petit coup de carrosserie, mais je vais quand même regarder la petite panne. Je l'ai déjà découverte, je sais ce que c'est. Rien que comme ça. Vous voyez, là, il y a une petite fiche. Donc, il n'y a que ça à brancher, mettre un petit coup de maillet sur la carrosserie, c'est reparti. C'était à 5 minutes d'être jeté. Et je suis content parce que c'est une pièce en moins qui est jetée dans la nature ou on ne sait où. Alors là, nous voici devant les toutes dernières générations de machines. Ici, c'est un portique qui va scanner les dimensions du produit. Le carton va être coupé et va se présenter en dessous de la commande. Et la machine ferme toute seule le colis. Et en sortie de ligne, on a un carton sur mesure qui est exactement aux bonnes dimensions. En cliquant sur le logo Facility, vous adaptez l'affichage d'un site web à vos besoins de confort visuel, confort moteur et confort cognitif. Indiquez vos préférences dans Facility.
Voilà, c'est Discount, hein, vainqueur du prix B2C Service. Bravo à vous encore. Yves, je vous laisse la parole. Alors, Deux questions. Étant donné que vous allez avoir plein de compliments, moi je veux faire une critique. Enfin. Voilà. On ne se refait pas. Pourquoi vous communiquez si peu? On a l'impression que vous êtes très discret alors que l'initiative est superbe. Alors d'abord, est-ce que c'est juste une impression? Êtes-vous volontairement discret? Et pourquoi êtes-vous si discret si tel est le cas? Alors déjà, on est très content d'avoir ce prix. Et ça va beaucoup toucher tous nos collaborateurs qui sont très impliqués dans notre démarche RSE depuis plus de 10 ans. En effet, vous avez raison, au démarrage, notre démarche RSE était plutôt une démarche autour de notre conviction qu'un modèle de e-commerce plus responsable, plus solidaire pouvait exister. Mais ce n'était pas une démarche qui était adressée aux consos. Et on est une entreprise qui est très tournée vers l'action, obtenir des résultats, comme ça a été évoqué tout à l'heure, avoir des preuves et pouvoir communiquer en toute transparence. Et c'est d'ailleurs les résultats, on les a maintenant. Le partenariat avec Envie qui était évoqué, on donne maintenant 1 tonne de produits par an invendus à Envie. Pareil, les actions sur la supply chain nous permettent maintenant de réduire de 30% le vide dans les colis et donc de réduire d'autant les camions sur les routes. Mais ça, c'était des actions, en effet, on a attendu d'avoir des résultats pour pouvoir en parler. Et puis depuis à peu près 2 ans maintenant, on parle de plus en plus, on s'adresse de plus en plus à nos clients, que ce soit sur le site ou sur nos réseaux sociaux, parce qu'on généralise nos démarches et qu'on a besoin de plus en plus que nos clients nous accompagnent pour démultiplier en fait l'impact que vont avoir nos démarches. C'est le cas par exemple avec la seconde vie des produits, où on propose des solutions et on a besoin de les embarquer pour avoir plus d'impact. Alors justement, comment pousser l'engagement de vos clients, des Français, pour qu'ils aillent encore plus loin? Alors nous, on a 21 millions de visiteurs uniques par mois, donc autant dire qu'on touche beaucoup de monde. J'en ai moins sur lsa.fr. Et en fait, en parlant à un foyer français sur 2, en étant dans leur quotidien, en leur proposant des produits et des services pour tous, on rentre vraiment dans le quotidien des Français et ça nous permet de devenir en fait finalement un média, de pouvoir leur parler. Et donc nous, on est convaincus qu'au-delà de l'information, de la sensibilisation, il faut proposer des moyens pour agir. Ça a beaucoup été dit aujourd'hui, maintenant les gens veulent agir. Et donc c'est ça le sujet, c'est de positionner notre plateforme comme étant un véritable facilitateur d'engagement du consommateur, en lui permettant par exemple sur l'environnement de choisir des produits de seconde vie à acheter, à vendre, à donner, et en connectant plein de partenaires, en donnant notre visibilité à plein de partenaires pour accélérer tout ça. C'est le même sujet sur la solidarité avec Rien c'est tout, on permet à des associations qui sont peu connues du grand public de bénéficier de notre visibilité. Ça a été le cas aussi sur le volet économique avec les petites TPE et PME dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est toute la démarche, c'est d'utiliser la puissance de la plateforme comme facilitateur d'engagement. Eh bien, bravo à vous en tout cas, Caroline Bordelon, pour ces discounts et ce prix B2C Service. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, vous pouvez passer par là. Et merci à vous, Yves Puget. Merci. Allez, on va continuer ce Grand Prix RSM avec, on a fait donc le B2C service, maintenant ça sera B2C produit. Produit, bien joué, voilà, quelle répétition. Et pour ce faire, donc j'invite Frédéric Refalo, elle est directrice générale adjointe chez M6 Publicité, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir, chacun veut son prix. Alors, il est où votre prix ? Voyons voir. Alors, votre prix, je pense que c'est celui-ci qui est pile devant vous. Voilà. Donc, bonsoir à vous. Alors, juste une question. Même si, étant RTL, vous êtes à M6, on se connaît bien à un moment, parce que nous sommes dans le même groupe. Est-ce que, justement, vous avez développé des choses particulières à l'antenne, visibles de la part du grand public, pour valoriser les marques ? Oui. Ça va marcher, vous inquiétez pas. Oui, absolument. Donc en début d'année, notamment, on a fait une semaine green qui permettait à l'ensemble de notre écosystème, à la fois les chaînes, les stations, les sites, de se réunir autour de ce grand débat de l'environnement et de permettre près de 60 heures de programme. Et ça, c'était assez nouveau pour le téléspectateur de voir qu'une grande chaîne nationale s'immergeait dans une problématique et tapissait totalement sa grille de ce sujet. Et la régie publicitaire, du coup, en miroir, a fait également des écrans publicitaires qui étaient des véritables écrins où les marques pouvaient directement mettre en exergue leurs engagements. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on a pu, nous, tester la façon dont le téléspectateur avait perçu cette démarche, et on a vu qu'il y avait 8 Français sur 10 qui, à l'issue de ce dispositif,
avaient décidé de faire évoluer leur comportement ou de changer. Alors, Sandrine. Depuis 3 ans, vous êtes partenaire du Grand Prix. Merci beaucoup à M6, à vous Frédéric, toutes les équipes d'M6. Justement, cet engagement était un peu précurseur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est en train de monter, les annonceurs. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce volume d'annonceurs qui sont sur la RSM et de leurs résultats aussi? Alors, on a à peu près 11% des campagnes aujourd'hui qui sont destinées à la RSM. C'est déjà bien plus que les quelques années où quand on a commencé à se parler. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie de leur, on va dire, de leur engagement d'aller dans un média comme la télévision, mais pas que. Parce qu'on voit que des initiatives se font aussi sur d'autres médias. Et j'ai envie de dire qu'on va aller vers probablement une accélération liée à 2 vecteurs. Le premier, c'est la création, et le deuxième, les jeunes générations. La création, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, avec toute la crise qu'on a, que ce soit le confinement ou déconfinement, que les marques avaient dû s'adapter. Et notamment des marques qui, assez vite, alors qu'elles étaient on-air, ont changé leur audio du spot pour donner un message très quali à leurs consommateurs. Et puis d'autres, dans un temps assez court, ont fait preuve d'une très grande agilité pour sortir des campagnes dans un temps record. Et à partir de là, on a vu qu'il y avait cette capacité d'agilité. Et quand je parle des nouvelles générations, en fait, il y a les mots que les marques utilisent pour leur parler, et eux, ce qu'ils veulent, c'est des preuves, et des preuves d'engagement. Et cette génération-là, elle est, on va dire, exigeante, et ce qui va faire que probablement, dans les années à venir, on va avoir nombre de campagnes qui vont se générer. Alors, Sandrine, formidable. voilà. Donc, on a il va être temps de passer justement à la catégorie donc B2C, produits, et les nommés sont... Alors, les nommés, le premier, donc des marques sans doute annonceurs aussi dans la sphère M6, donc Candia. Candia a créé, donc Coopérons pour un lait meilleur grâce à un emballage circulaire, une innovation de rupture, donc un emballage sans aluminium qui a été complètement éco-conçu et avec du plastique biosourcé, donc du plastique qui est issu du végétal. Donc un marché, le lait, qui est vraiment un marché complètement dans le quotidien avec des volumes très importants, et donc avec ce carton 100% recyclé et recyclable, donc cette innovation de rupture dans un marché avec des litres et des litres de lait vendus tous les ans. Donc ça, c'est Candia. Le deuxième, c'est Epson pour son initiative EcoTank. Alors, EcoTank, c'est le premier acteur Epson donc, à commercialiser un système qui permet de recharger son imprimante, et ceux qui ont utilisé leurs imprimantes à la maison, en travail, pendant la période de confinement, vont comprendre que cette innovation est importante, puisque une bouteille qui permet de recharger le tank de son imprimante, c'est 22 cartouches économisées, 84% de CO2 en moins et 75% de coûts d'impression en moins, et avec une initiative que Epson veut poursuivre, généraliser comme modèle de développement, donc non plus sur la vente de cartouches, mais en proposant ces systèmes beaucoup plus économiques et beaucoup plus responsables. Et le troisième projet, c'est Lipton Ice Tea, un peu engagé sur tous les fronts avec un thé Rainforest Alliance, moins de sucre dans les boissons, mais surtout ce projet, un pas de géant vers un packaging donc 100% circulaire, puisque Lipton Ice Tea a décidé que toutes ces bouteilles d'Ice Tea seraient réalisées en plastique issu du recyclage et bien évidemment un plastique que l'on peut également recycler. Donc cet acteur qui est le deuxième acteur du marché pour les boissons en France va donc réduire ses émissions de 21%, et surtout une campagne pour mobiliser les jeunes au travers des bouteilles, etc., sur le fait de recycler, et une campagne d'ailleurs qui a été développée, je crois, également en partenariat avec M6. Oui, voilà. alors il y a eu un petit souci quand même, Sandra, il faut le dire, sur ce prix. C'est qu'en fait les dossiers étaient de trop bonne qualité, hein, nous a-t-on dit auprès du jury. Il y a donc 2 vainqueurs. Et oui, 2 vainqueurs. Donc dans ce Grand Prix RSM, les vainqueurs, donc dans la catégorie B2C produits, eh bien sont... Voilà, Epson ex aequo avec Lipton. Bravo à ces 2 marques. Et donc j'invite à nous rejoindre sur scène Thierry Banachino, directeur marketing chez Epson, ainsi que Émilie Vantajol, marketing manager Lipton, à monter sur scène. Voilà, bienvenue. Oui. C'est le problème.
vous en prie, venez, bien rapprochez-vous. J'en ai qu'un. Alors normalement, ça, vous alors je avez ne sais deux pas, là il va prix. falloir s'entendre. On va le couper en deux. Oui, donc je crois qu'il y a deux prix. Mais oui, il y en a deux, vous inquiétez pas, on va s'arranger pour voir justement à quel point ça a été difficile pour le jury. Je vous propose, on va regarder une vidéo justement de vos deux candidatures. Chez Lipton, on adore l'ice tea, mais on aime surtout notre planète. Cependant, nous savons que nos bouteilles peuvent contribuer au problème des déchets sauvages dans le monde. Alors nous avons des nouvelles extraordinaires à vous annoncer. Dès 2020, toutes les bouteilles de Lipton Ice Tea seront fabriquées à partir de 100% de plastique recyclé. Ce sont près de 150 millions de bouteilles faites grâce à d'anciennes bouteilles recyclées. Un pas de géant pour bientôt faire de Lipton Ice Tea une marque circulaire en France. Et comme nos bouteilles sont recyclables, elles pourront aller de là à là, et puis retour à la case départ, où elles seront lavées, puis broyées, pour être recyclées, et qui sait, peut-être redevenir de nouvelles bouteilles de Lipton. Grâce à ce cercle vertueux, en un an, c'est 4800 tonnes de plastique vierge qui ne seront pas produites, et nous réduirons de 21% nos émissions de CO2. C'est un grand pas pour Lipton et pour la réduction des déchets plastiques. Nous serons la première grande marque de boissons à avoir un tel impact en France. Mais nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Alors aidez-nous en jetant vos bouteilles vides dans les poubelles de tri. Vous leur donnerez une nouvelle vie. Et cela nous permettra de continuer à produire notre délicieux Lipton Ice Tea dans des bouteilles en plastique 100% recyclées. Alors ensemble, continuons. Ensemble, recyclons. Voilà les vainqueurs dans la catégorie B2C produits Epson, Lipton, bravo à vous encore. Moi, j'ai une question. Et Frédéric, je vous laisse la parole. Une première Je vous en question, prie. première Vous pouvez question pour approcher, Émilie. je vous en prie. Une première question pour Émilie. Est-ce que votre démarche a été identifiée par vos consommateurs et surtout, est-ce que ça permet une préférence de marque? Alors, déjà, merci beaucoup pour ce prix qui est très beau. Lipton Ice Tea, c'est une marque de thé glacé engagée depuis 10 ans, qui travaille depuis de nombreuses années à améliorer ses produits et leurs impacts sociétaux et environnementaux. Sandrine, vous avez cité quelques exemples, mais c'est vrai que nos thés de qualité sont certifiés Rainforest Alliance. On a un agenda de réduction de sucre progressive dans nos boissons, qui sont aujourd'hui toutes faibles en calories. Et 2020, ça a été une étape clé pour la marque Lipton Ice Tea parce qu'on s'est fixé un grand défi en adéquation avec les attentes des consommateurs. Ce défi, c'est de relancer l'intégralité de nos gammes dans une nouvelle bouteille fabriquée avec 100% de plastique recyclé. Et toutes ces actions-là, on les communique, on les met dans nos communications à destination à la fois des consommateurs, mais aussi de nos partenaires distributeurs, parce que ce sont eux qui nous poussent à nous développer, à promouvoir l'économie durable. Et alors, il est peut-être un peu tôt pour affirmer que notre démarche responsable nourrit la préférence de marque, mais en tout cas, chez Lipton Ice Tea, on a une conviction, c'est que c'est la bonne direction, et on a une volonté forte, celle de donner du sens à nos actions. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui anime les consommateurs. Alors j'avais une deuxième question par rapport au plastique recyclé, parce que je crois que ce n'est pas quelque chose de très répandu, mais finalement, est-ce que l'enjeu, ce n'est pas d'inciter à trier? Les consommateurs, à juste titre, attendent des marques comme la nôtre, des engagements forts.
Alors on a bien conscience que notre engagement vers 100% de plastique recyclé, c'est qu'une étape sur le long chemin qu'il reste à parcourir en matière de recyclage. Et les consommateurs sont un maillon essentiel dans le succès de l'économie circulaire. On a besoin de vous, on a besoin d'eux pour collecter le plastique usagé et ainsi nous permettre de continuer à fabriquer des bouteilles avec 100% de plastique recyclé. Plus on est à trier, plus on est nombreux, plus on aura de l'impact. Et avec Lipton, on a une chance incroyable, c'est qu'on est adoré des jeunes. On a cette chance d'être au contact de la génération future. Cette position, elle nous engage et elle nous motive aussi. Et c'est ce qui nous a incité à lancer cette campagne de sensibilisation inédite pour le tri, hashtag Lipton Génération Tri. C'est tout simplement un mouvement générationnel qui a été initié, lancé par des influenceurs qui sont adorés des jeunes, qui ont pris la parole sur ce sujet de manière authentique, simple et fun. C'est important aussi, le fun dans tout ça. Du coup, c'est vrai que toutes leurs vidéos, leur contenu génèrent aujourd'hui des millions de vues. Les commentaires de leur communauté sont hyper positifs. Donc c'est un sujet qui fait parler, qui nous mobilise. Et je finis juste là-dessus pour dire que ça nous rend hyper confiants sur cette nouvelle génération et leur habilité à transformer la circularité en réalité. Frédéric, pour Epson ? Alors Thierry, je crois que vous avez une démarche qui est quand même un peu à contre-courant de ce qu'on connaît dans votre secteur, mais est-ce que c'est économiquement viable ? D'abord, merci beaucoup pour le jury, premièrement. Epson est un groupe japonais avec une vision à long terme et pas à court terme. Et vous mettez effectivement le doigt sur un point important, la viabilité économique du nouveau business model, qui vient d'un marché où l'imprimante coûtait de moins en moins cher, et par contre les cartouches d'encre de plus en plus chères, avec des durées de plus en plus courtes, à tel point que d'ailleurs certains modèles d'imprimante vendus pas cher, on retrouve le jeu de cartouches d'encre de remplacement plus cher que l'imprimante, ce qui est complètement aberrant, et ce qui provoque des situations où les gens ont tendance à jeter l'imprimante dès que le premier jeu de cartouche est vide, ou en tout cas très vite, ce qui est absolument terrible. Donc, avec cette vision à long terme du groupe, on a pris un pari, on a changé le business model et on a retiré les cartouches de l'imprimante, purement et simplement, en les remplaçant par des réservoirs qui se remplissent avec des bouteilles, qui sont fournis avec l'imprimante. Et donc, dès qu'on achète l'imprimante, on a à peu près l'équivalent de, on a dit 3 ans, mais c'est peut-être davantage parfois, c'est l'équivalent de plus de 80 cartouches, presque 1 000 € en équivalent achat cartouche individuel, qui est fourni avec l'imprimante. Alors, à la clé, il y a d'abord une grosse économie pour le client sur l'usage de son produit, parce que écologie rime également avec économie, en tout cas chez nous. Mais un autre point non moins important, c'est que ça réduit énormément les déchets. Plus besoin d'aller chercher des cartouches tous les 4 matins, plus de plastique à jeter ou à recycler, moins de CO2 dégagé pour aller emballer, jeter, etc. les cartouches. Et globalement, c'est un business model qui a l'air de bien marcher, puisqu'on est à plus de 50 millions de produits éco-tank vendus depuis quelques années maintenant dans le monde. Donc c'est un vrai succès commercial, et peut-être moins rentable à court terme, mais je pense que l'avenir joue pour nous. Eh bien, en tout cas, il a été récompensé, en tout cas ce soir. Bravo à vous, en tout cas, Lipton, et également Epson, pour ce prix. Je vous en prie, vous pouvez passer par ici, voilà, pour une photo. Voilà, merci, bravo. Et merci en tout cas aussi à Frédéric Refalo, voilà, puisqu'il faut le signaler, bien sûr, bravo. Allez, on va passer maintenant aux prix spéciaux, Sandrine. Alors, les prix spéciaux, c'est à quoi ? Il y a le coup de cœur du jury, coup de cœur des étudiants, coup de cœur du public, mais un autre, puisque cette année, donc ça, on peut ouvrir maintenant, et on va ouvrir le vote pour le prix coup de cœur du public. C'est un vote pour un des 15 nommés qui a été présenté. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on a voulu, et déjà arrivé dans le parcours à être nommé, c'était une forme de souligner, même si encore une fois, Cécile le disait, les dossiers étaient de qualité, mais Cécile, tu vas nous expliquer un peu comment tout ça va fonctionner, puisque l'idée, c'est vous allez pouvoir voir à nouveau les nommer pour pouvoir choisir votre coup de cœur, mais Cécile va avoir un micro. Alors oui, effectivement. Voilà, on vous entend. Merci. Oui, alors l'idée nous est venue de vous faire donc voter, donner votre avis
Vous pouvez vous rendre avec vos smartphones, si vous en avez, directement sur la homepage du site où nous venons de mettre en ligne, dès que vous scrollez légèrement, sur la homepage du site, vous allez voir Grand Prix de la RSM et voter dès maintenant. Donc effectivement, on vous a présenté 15 dossiers qui sont tous effectivement vraiment très audacieux, en fait, c'est ce que je trouve. Ils présentent des changements de business model pour certains, des changements de produits pour les autres, des changements de stratégie. Et donc, vous pourrez, à partir de maintenant, faire vos votes et nous vous dévoilerons votre coup de cœur à vous. Merci beaucoup. Merci Cécile. Bravo Cécile. Alors, on va passer au coup de cœur du jury. C'est ça en premier. Alors, comme Patrick Bernasconi a dû s'absenter, parce qu'il paraît qu'il a du travail, cet homme, eh bien, on va le remettre tous les deux. C'est un des privilèges pour nous d'être sur scène. Alors, justement, pour remettre les lauréats, voilà, pour ce Grand Prix de la RSM, le coup de cœur du jury est donc attribué à... Voilà, la Banque Postale, bravo à eux, bravo pour le prêt vert aux collectivités locales, vous en parliez tout à l'heure, Sandrine. Et donc j'invite Betty Marceroux à venir nous rejoindre, directrice adjointe. Vous êtes rattachée à la direction des entreprises et du développement des territoires. Voilà, vous en avez un peu. Bravo. On va regarder juste une petite vidéo pour voir à quoi ressemble votre démarche. Et on regarde ça tout de suite. La Banque Postale est le premier prêteur des collectivités locales. Attaché à notre signature citoyenne, nous sommes le prêteur à la fois des grandes collectivités locales, régions, départements, métropoles, mais aussi des plus petites, les communes de moins de 5000 habitants, partout sur le territoire. Fortement conscients des enjeux environnementaux que portent nos clients collectivités locales, nous avons décidé, en lien avec notre partenaire la SFIL, mi-2019, de lancer le prêt vert. Alors, c'est quoi un prêt vert ? C'est un prêt qui finance un projet à fort impact environnemental. Donc c'est important pour nous parce que ça veut dire que l'élu a fait le choix à l'intérieur de ses projets d'identifier des projets qui auront un fort impact sur l'environnement, sur sa politique durable et de façon générale sur les émissions de CO2. 2/3 des projets que nous avons financés concernent des projets d'approvisionnement en eau potable ou d'assainissement des eaux usées. C'est un vrai sujet, l'eau, dans les sujets environnementaux portés par les élus, puisque bon nombre de nos canalisations sont vieillissantes avec beaucoup de pertes d'eau. Il y a aussi les transports propres, notamment les tramways ou les bus électriques, la gestion des déchets, les énergies renouvelables et puis bien entendu la rénovation énergétique des bâtiments. La Banque Postale, prix du jury de ce Grand Prix RSM. Alors, Sandrine, alors on voit que c'est un vrai succès, puisque déjà 700 millions d'euros octroyés. Donc dans la vidéo sont évoquées les plus grandes collectivités. Je regardais les points sur la carte de France. Est-ce que justement, et M. Bernasconi, le président Bernasconi, avec qui j'en parlais tout à l'heure, et qui en parle un petit peu avec vous, ce qui l'intéressait aussi beaucoup, c'est pour les plus petites collectivités. Donc quel est justement le rôle que vous jouez sur ces plus petites collectivités ? Alors, justement, c'était un des sujets, ce que j'ai appelé la démocratisation de la finance verte, parce que pour les non-initiés, c'est prêt vert. Alors, dans le jargon financier, c'est les green loans, et ce n'est accessible qu'aux grands émetteurs que peuvent être les régions, les grandes métropoles et les départements, parce qu'il faut vraiment des montants significatifs. Et donc, nous, ce qu'on a fait, Banque Postale, puisque d'une part, donc, on est la banque citoyenne, d'autre part, on est très, très investi sur les sujets RSE, c'est qu'on a dit, on a un rôle à jouer, et j'ai beaucoup entendu ça finalement en filigrane dans les interviews, c'est aussi, l'usage ne change que si l'offre est disponible. Et les élus, ils ont un rôle à jouer majeur dans la transition énergétique.
Alors évidemment, on a parlé tout à l'heure de sujets coercitifs, incitatifs, mais il faut que ça vienne d'eux. Alors c'est vrai que la vague verte aux élections municipales a démontré que, en fait, ça les rattrape par les électeurs. Mais on voit de plus en plus que, voilà, ils vont aller chercher dans leurs projets des projets à impact, voilà, pour dire j'ai fait ça, j'ai communiqué dessus. Et qu'est-ce qu'on fait avec le prêt vert? C'est que, au lieu de se dire, de toute façon, je ne peux pas accéder à ce marché-là parce que c'est que de l'obligataire et je suis une petite commune de 6700 habitants, grâce à la Banque Postale, il y a accès. Et Vous avez un exemple, par exemple, à nous donner? Oui, alors on a fait, alors le premier d'ailleurs, qui était une communauté de communes donc du Cœur Ardèche, où on a fait un financement de 500 000 € pour des travaux. Alors justement, M. Bernasconi aurait apprécié, qui touche à l'eau. Alors moi, j'avoue que c'est mon grand dada. Quelques chiffres en fait, quand j'en parlais dans mon film, tous les ans, il y a 700 milliards de litres d'eau qui disparaissent dans la nature, dans nos 850 000 kilomètres de canalisation qui sont extrêmement vieillissantes parce qu'elles datent des années 50. Voilà. C'est l'équivalent de 270 000 piscines olympiques. Donc c'est pour vous dire, pour moi, l'eau, avec le réchauffement climatique, c'est un peu le pétrole de demain et les élus sont particulièrement avertis sur ce sujet. Mais on a aussi financé dans les petits projets, par exemple, qui me tiennent à cœur, le changement en fait de tout l'éclairage public. Donc ça, voilà, dans une petite commune, c'est moins 65% d'économie d'énergie directement sur le budget. Donc là, on allie économie, écologie, et puis évidemment, cette partie économique pour l'État. Et puis le dernier point que j'aime bien, c'est aussi dans le SICTOM, dans les Landes, on a financé une plateforme de gestion des déchets qui prend tous les déchets verts, qui va les composter, et tout ça va servir à l'agriculture bio locale. Donc vous voyez, on a aussi au sein du périmètre des territoires une économie locale qui se met en place. Eh bien bravo, en tout cas, merci beaucoup merci Betty, beaucoup pour toutes les équipes, pour la Banque le Postale prix et ce du prêt vert, voilà ce prix du jury. Merci en tout cas d'être passé, je vous en prie, vous pouvez aller au photocall. Allez Sandrine, on va continuer, toujours dans ces prix spéciaux, et oui, avec le coup de cœur des étudiants, c'est pas n'importe lesquels, décerné donc par les étudiants d'Audencia pour la deuxième année, c'est ça, pour ce faire, alors moi j'invite sur scène Florence Touzé, elle est responsable des programmes communication de marque et co-titulaire de la chaire RSE à l'école de commerce Audencia, ainsi qu'Alice Averti, étudiante, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on m'a dit que vous étiez plus de 120 à évaluer les dossiers. Oui, c'est bien ça. On a été plus de 120 étudiants à étudier tous les dossiers. Et comment ça s'est passé? Justement, il y avait une bonne ambiance. C'était un peu tendu ou pas? Parce que comme on l'a vu même après ex-aequo, donc c'est pour ça. Ça a été assez studieux, mais tout s'est fait dans une ambiance très conviviale. On a été ravis en fait de mettre à profit nos connaissances pour évaluer la démarche des différentes marques. Et puis, on a tous été très agréablement surpris par les bonnes actions qui avaient déjà été mises en place par toutes ces marques et dont on n'avait pas forcément la connaissance. Ah, Sandrine. Alors, Florence, Audencia, vous avez été, et notamment par cet engagement marketing et RSE, sans doute parmi les premières écoles de commerce à s'intéresser au marketing et à la RSE. Est-ce que vous formez des marketeurs engagés de demain? Alors c'est d'aujourd'hui. Oui, pour tout de suite, il y a urgence. C'est vrai que Audencia et Audencia Sciencescom ont développé très tôt des programmes sur ces sujets-là. Je pense qu'au départ, c'était probablement lié à des personnes qui portaient elles-mêmes ces questions-là et qui avaient envie de les intégrer fortement dans les programmes. Et puis on a eu la chance d'être écoutés. Et aujourd'hui, dans le cadre qu'a vécu Alice, je suis très contente qu'elle soit là pour représenter sa promotion. En fait, le contexte, c'était à l'issue d'un cours de marketing critique que j'ai l'honneur d'animer, et qu'on a pu leur proposer ce terrain de jeu incroyable que sont ces dossiers. Et pour les étudiants, ils voyaient concrètement que ça existait, parce que ça je pouvais leur raconter, mais c'était important qu'ils voient concrètement que ça existe. Et donc ça veut dire que ces sujets-là, ils sont aujourd'hui intégrés de façon complètement transversale dans nos programmes, parce que c'est de notre responsabilité d'établissement d'enseignement de former des futurs professionnels qui sont déjà en stage. Donc ça y est, elle exerce, par exemple, Alix, déjà sur ces sujets-là, et de les préparer à ces enjeux-là.
ils sont d'autant plus extrêmement demandeurs. Donc il y a 5 ans encore, parfois, il fallait un petit peu pousser le sujet. Aujourd'hui, ils sont plutôt à nous dire qu'on ne va pas encore assez fort. Assez fort, oui. Alors justement, ce coup de cœur, eh bien, on va le découvrir. Hein. Ce coup de cœur des étudiants est attribué à... Voilà, Tefal, bravo pour son emballage éco-conçu destiné au e-commerce. Et donc j'invite Joël Tronchon. Est-ce qu'il est là? Joël Tronchon, voilà, directeur du développement durable du groupe SEB à Montagne. Ah ben voilà, vous êtes là, bonsoir. Bonsoir à vous. Et bravo. Non, il est là, n'en prenez pas trop. Non, ça y est, ah là là. Voilà. Vous voulez déjà en gagner un autre pour l'année prochaine, en fait, c'est ça. Bonsoir à vous. Bravo. On va regarder un petit peu justement à quoi ça ressemble cet emballage éco-conçu destiné au e-commerce. Voilà, bravo à vous, Tefal, un coup de cœur des étudiants. Et donc, je vous laisse maintenant, Florence et Alix, hein, je vous en prie, si vous voulez poser une question, si vous pouvez vous rapprocher un petit peu par ici, voilà, tout le monde, voilà, hop. Bien sûr, Voilà. on a des questions à vous poser. Alors, si ma mémoire est bonne, vous avez reçu l'année dernière un prix B2C. Cette année, le coup de cœur des étudiants, c'est une belle reconnaissance et ça montre aussi un engagement dans la durée, je pense, chez vous. Mais vos consommateurs, comment sont-ils sensibles à ces sujets-là et comment ils vous en font part ? Alors, déjà, merci beaucoup, parce que c'est un prix auquel on est sensible, vu que les étudiants, c'est à la fois nos salariés de demain, puis aussi les parties prenantes, nos consommateurs, éventuellement aussi. Donc, on est très fiers de ce prix-là. Alors, les consommateurs, oui, ils veulent aujourd'hui, bien sûr, des produits éco-responsables. On l'a vu dans Produrable aujourd'hui, dans toutes les conférences, ils sont de plus en plus nombreux. Ils veulent des produits qui durent, ils veulent des produits éco-conçus, ils veulent du recyclé, ils veulent du recyclable, etc., etc. Ils veulent même des produits de seconde main. Mais on avait un peu oublié il y a 4-5 ans, chez Tefal et dans le groupe SEB, on était plutôt pas mauvais sur les produits, mais on a un peu oublié les packaging. Et donc, dans nos packaging, il y avait beaucoup de plastique, beaucoup de polystyrène. Maintenant, on se soigne. Donc là, c'est les premiers qui ont innové, c'est Tefal, et puis les autres marques vont suivre dans les mois et années qui viennent. C'était un gros travail puisque ça suppose de repenser toute la chaîne. Hein. Donc le consommateur, il est sensible au packaging. Pourquoi ? Parce que c'est la première chose qu'il voit quand il ouvre son produit. Donc même si vous faites un super produit éco-conçu, si vous avez un peu oublié le packaging, c'est un peu embêtant. C'est la première chose qui frustre potentiellement le consommateur en disant il y a du polystyrène partout, qu'est-ce que c'est que cette marque ? Donc voilà, maintenant c'est réparé. Alix ? Tout d'abord, encore félicitations pour ce prix. Nous avons été ravis de voir toutes vos bonnes actions. Et nous sommes aussi nombreux à nous demander quelle est la prochaine étape avec Tefal ou encore avec d'autres marques du groupe SEB. Quel est votre prochain combat ? On en a beaucoup, des combats, parce qu'on est loin d'être parfait. Il y en a un sur lequel on vient de faire une avancée, c'est proposer des forfaits réparation tout compris, sans doute les moins chers du marché, parce qu'on ne fait pas de marge dessus. Donc c'est une des raisons sur l'ensemble de nos marques françaises de petits électroménagers, donc des forfaits vraiment intéressants en termes pour réparer et prolonger la durée de vie des produits. L'autre horizon plus compliqué, mais sur lequel on travaille, et notamment Tefal travaille beaucoup, c'est d'augmenter la part de matériaux recyclés, et notamment de l'aluminium recyclé dans des produits neufs. Donc ça fait gagner énormément de carbone, mais c'est très compliqué en termes d'industrialisation. Donc ça, c'est un des enjeux d'ici 4-5 ans. Et puis, continuer également nos avancées sur la durabilité des produits au sens large et supprimer dans toutes les marques le polystyrène et tous les sous-emballages plastiques, zéro, en 2023. Et on est plutôt bien parti.
Bon, bah écoutez, on espère que ça va aller vite. En tout cas, merci beaucoup, Joël Tranchon, pour Tefal et ce coup de cœur des étudiants. Et bravo à vous. En tout cas, bravo ce soir. Voilà, je vous en prie, vous pouvez prendre et aller par ici. Merci. Bravo à vous. Ah, il est temps maintenant, eh bien oui, Sandrine, hein, de terminer. Le coup de cœur du public. Le coup de cœur du public, voilà, le Grand Prix se termine et donc c'est avec vous, hein, forcément. Nous allons bientôt donc clore d'ailleurs le vote, hein, le temps de vous rappeler les nommés. Alors on commence, Sandrine, avec vous, RSM Native. RSM Native, Commerceau, valorisation des invendus et des déchets, faire bien. Son programme de pérennisation du métier d'éleveur, Love and Green pour son projet de bannir la pétrochimie des produits d'hygiène. Partenariat ONG Marc, alors il y a Centracor et les Petits Princes pour la collection Les Bracelets du Rêve, Cosmiti et WWF pour le programme de protection des tigres, T x2, et M6 et l'établissement français du sang pour l'opération de don de sang, #prenez le relais. B2B, on a Edenred avec son opération avec les restaurants pour stimuler l'engagement anti-gaspi, la Banque Postale pour les prêts verts, Rockwool pour Rockcycle, service de recyclage à l'infini. Alors, en B2C service, Cdiscount pour mettre la puissance de sa plateforme de e-commerce à disposition des acteurs de l'économie sociale et solidaire. M6, Malakoff Médéric pour le lancement d'un JT et d'un magazine d'actualité élaboré spécifiquement pour le public sourd et malentendant. Et Orange pour sa campagne sur l'usage raisonné du numérique. Et B2C produits, Candia pour sa brique de lait bio éco-conçue sans aluminium, Epson pour sa gamme d'imprimantes sans cartouche, EcoTank, et Lipton pour son engagement sur l'économie circulaire au travers de ses packaging. Voilà, alors les votes sont maintenant clos, hein, 15, Cécile, je crois. Oui, alors quel est le lauréat? 15 dossiers et on est heureux de vous révéler donc votre lauréat à vous qui est Love and Green. Bravo, 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 Love and Green, double vainqueur. C'est le vainqueur, voilà, c'est le coup de cœur du public. Voilà, 2 fois vainqueur ce soir, en tout cas, bravo. Exactement, il est 2 fois vainqueur ce soir. Bravo, bravo en tout bravo, cas. Love and Green. À Love and Je Green. ne sais pas si... Alors, est-ce qu'il y a Green. encore quelqu'un? Ah bah oui, oui. Mais bah, voilà, vous avez parlé au cœur du public et on est très content de vous remettre ce prix qui est un nouveau prix. On a un petit peu innové cette année. On a voulu faire un peu réagir effectivement notre public qui est très averti et donc très exigeant. Et donc c'est tout à fait honorable de le recevoir pour la 2e fois. Bravo, félicitations. Bravo Anne Péguet en tout cas. Et donc 2 prix, hein, une soirée quand même. Hein. 2 prix, je suis contente de Vous avez bien fait de venir en tout cas, hein, je pense, hein, pour un lundi. Voilà, c'était bien. Et voilà, merci à tous. On est content d'étraîner ce premier prix. Et c'est vrai que ça concrétise vraiment une année riche aussi pour nous, puisqu'on a été labellisé PME+, et que là, ce mois-ci, va paraître notre premier rapport RSE. Donc voilà, c'est vraiment la concrétisation de tout ce qu'on met en place depuis la création de la société. Donc on est vraiment très contents. Merci à tous. Félicitations. Formidable. Bravo à vous. N'oubliez Merci pas à tous. votre trophée. Merci à M6 Publicité qui soutient notre Grand Prix depuis 3 ans. Merci beaucoup. J'invite peut-être tous les lauréats Tous les de lauréats ce soir à venir exactement au photocall. Voilà, faire une soirée, qui se une présentent. photo. Je vous en prie, allez là-bas, tout le monde. Et maintenant, allons-y. Voilà, pour une photo, si tout le monde, en gardant les masques, hein, bien sûr, ou pour venir et après en photocall, on peut l'enlever, mais rapidement. Et si vous voulez bien ensuite patienter quelques minutes, puisqu'on a la surprise. Oui, bien sûr. Et tout de suite après de Marcia de Carvalho, on ne va pas vous retenir très longtemps. Et je voulais également, pendant que tout le monde s'installe, rappeler que vous êtes invité cordialement à participer à un cocktail qui va se tenir juste à la sortie de la salle. Mais on souhaitait rappeler avec Cécile, lors de ce cocktail, c'est toujours le moment délicat du cocktail, de garder les mesures de distanciation sociale, également donc en dégustant le cocktail et les petits fours. En tout cas, bravo à tous. Merci pour les lauréats, les participants, bravo à vous les candidats et bien sûr les membres du jury qui ont vraiment énormément travaillé. Et bravo Sandrine, Cécile aussi, hein, puisqu'il faut le dire. Ah bah oui, merci Jean-Mathieu, bravo, c'est une première, mais c'était vraiment rythmé. On a démarré un peu tard, donc ça s'est terminé un peu plus tard, mais sinon on est dans le timing. Donc on va accueillir un défilé un peu exceptionnel, Cécile, hein, d'une personne que nous soutenons toutes les deux. Nous soutenons donc Marcia de Carvalho et sa marque Chaussettes Orphelines, et qui va nous présenter maintenant
un défilé avec 17 jeunes filles autour des 17 ODD. Vous savez que c'est notre boussole à tous. Donc Marcia, en piste. Il y a de la musique. Où est-elle? Là, voilà. Où sont-elles? Ah ben elles arrivent par Allez, là, voilà. regardez. Hop, elles sont là. Oh, Bravo. les voilà. Alors, ce défilé. Alors, ce sont des créations. Je sais pas, Marcia, peut-être tu pourrais nous rejoindre. Oui. Tu défiles toi aussi. Des créations Vous que tu as montez. voulu réaliser en fil de chaussettes orphelines recyclées. Et donc, ces robes, si vous voulez Allez-y, monter sur scène, allez-y, montez sur scène. Éducation. reprennent les 17 objectifs de développement durable. Voici Mademoiselle Éducation. Et vous avez d'ailleurs, je crois, vous êtes promené toute l'après-midi dans les allées du salon. Je vous en prie. Ah. Et voilà. Alors, je pense qu'elles ont également des chaussures qui ont été réalisées avec du tissu en partie en fil de chaussettes recyclé. Oui, elle est là, elle est déjà passée. Bah oui. Merci. Alors, Marcia. Oui. Donc, toutes ces demoiselles qui s'impliquent. Alors, j'attends de récupérer la. Merci. Donc, toutes ces demoiselles qui s'impliquent donc à tes côtés, bénévolement. Je crois que tu as le talent de fédérer beaucoup d'enthousiasme, et notamment chez les jeunes femmes. Alors d'habitude, tu mélanges les femmes et les hommes. Là, Tout à fait. ce sont que des jeunes femmes. Tout à fait. Cette année, l'idée de ces 17 tableaux, c'était 17 robes, donc portées par 17 femmes, jeunes femmes, que je remercie beaucoup pour leur engagement, leur travail, parce qu'elles sont venues faire des essayages, elles sont venues toute l'après-midi répéter, et elles sont effectivement engagées, ce qui est très positif, parce qu'on voit à quoi croit la jeune génération. Ils font ça avec une telle joie, une telle conviction, c'est véritablement un bonheur. Donc ces robes sont 100% recyclées. À partir de notre fil, nous sommes nous sommes pionniers dans les recyclages textiles. Ce que nous faisons avec les chaussettes et que nous pouvons aussi faire avec d'autres matières. Aujourd'hui, nous élargissons notre savoir-faire et nous proposons à des entreprises partenaires d'en bénéficier. Les chaussures que vous avez vues sont aussi 100% recyclées, avec les fils recyclés, du cuir recyclé, toute la matière. Voilà, c'est un bonheur de vous présenter ces créations et de partager ces moments avec vous. Merci. Merci Marcia. Et peut-être un dernier petit mot. Le 17 septembre, le grand défilé annuel solidaire, justement. Tous les ans, nous faisons un grand défilé solidaire. Et cette année, ça sera donc le 17 septembre aux écuries royales du Château de Versailles, avec la participation de Barthabas. Et vous pourrez suivre. Nous allons faire
parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde, mais nous allons faire un direct sur Instagram, donc vous allez pouvoir suivre. Et s'il y a qui sont vraiment intéressés, envoyez-nous un email, on verra si nous avons encore la possibilité de vous inviter. Évidemment, ça nous ferait très plaisir. Merci beaucoup au Salon Pro Durable qui nous reçoit depuis plusieurs années. Merci beaucoup Cécile de nous faire confiance et de nous accorder la possibilité de présenter nos créations. Merci beaucoup à la Link Up Factory, à Sandrine Raffin qui nous soutient également depuis de nombreuses années et qui nous font grandir. Merci. Merci à vous tous, merci à nos partenaires. Merci Jean-Mathieu infiniment d'avoir animé cette soirée avec beaucoup d'entrain. Nous vous attendons pour un verre juste à côté. Venez boire un verre avec nous, nous pourrons échanger avec nos lauréats, nos partenaires et tous nos candidats. Merci à vous.